Mesdames et messieurs, bonsoir à tous, pardon. Je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode, l'épisode 3 de la série Isidore le Puisatier. Et aujourd'hui, nous allons évoquer son ouvrage consacré à la grande histoire des puits, avec notamment, on va revenir sur les puits traditionnels, la géologie, la création des puits, l'évolution des techniques et des outils. Alors, nous allons revenir sur de manière un peu globale et générale sur ce qui a été dit les épisodes précédents, mais cette fois en allant plus sur l'historique, la formation géologique notamment, avec aussi une petite interactivité avec le site internet ou encore avec notamment peut-être l'extrait du film La fille du puisatier pour donner le côté archive. Donc merci de mettre un pouce, de partager l'émission et de vous abonner à la chaîne, sachant que je rappelle les ouvrages qui sont derrière moi, notamment La forteresse agricole de Gilles Luneau, L'agenda 2030 de Pierre Matt, Crime alimentaire organisé de Claire Sévrac, Le réveil a sonné de Didier Rélac ou encore La menace aux pseudosciences de Ourmiret. À ma droite, Nicolas Legendre, Silence dans les champs, avec le ministère des bras cassés de Marc Paillet, Les grandes illusions de Manon Rescan, ou encore Sylvie Simon, Claire Sévrac et Claire Sévrac, La coupe est pleine et Le complot mondial contre la santé. Je rappelle à titre personnel que je n'ai aucun lien d'intérêt avec Isidore, je suis apartisan et asyndical, mon casier judiciaire est vierge et je ne suis pas suicidaire. Je rappelle également que je parle en mon nom propre, intellectuellement et financièrement, autrement dit, je ne suis pas franc-maçon, ni membre du Rotary Club, Lions Club ou de quelque réseau que ce soit. Donc Isidore, bien sûr, est entièrement responsable de ses propos. Je salue également la modération et je vous dis à tout de suite. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Bon, je vous laisse lire, je vous laisse travailler, Nicolas. Allez. Bonsoir Isidore. Il est de retour pour l'épisode 3. Pour rire un peu, vous avez Bien un faux air de Tintin. Oui, on me l'a souvent dit ça. Écoutez, merci beaucoup. Très bien. Non, mais oui, non, mais en plus, j'adore hein. Tintin, donc ça tombe bien, ça a été toute mon enfance. On me l'a souvent dit et je vous en remercie. Ça me flatte beaucoup. Alors aujourd'hui, Isidore, on va faire une émission assez simple sur votre manuscrit, La grande histoire des puits, que je mettrai en accès libre, puis à PDF, etc. Donc n'hésitez pas, sachant qu'Isidore est très sollicité par mail et on en parlera tout à l'heure, notamment avec des internautes qui lui demandent notamment des aides, son expertise pour savoir si il y a de potentiels puits, sources et autres sur les terrains. Alors, on va parler de cette grande histoire des puits parce que même si on n'a pas commencé, peut-être qu'on aurait dû, mais peu importe, on n'a pas commencé par là pour le premier épisode, mais ça ne fait rien parce que ça nous permet de faire un petit peu un résumé des précédentes émissions, des précédents épisodes, et même s'il y a des redites, étant donné que la science du puisatier, l'activité de puisatier et même du sourcier reste finalement enfouie, j'allais dire, dans les mémoires anciennes, mais elle nécessite aujourd'hui de revenir un petit peu parmi nous en réel, ça va permettre de faire une piqûre de rappel générale. Alors déjà, qu'est-ce qui vous a amené, Isidore, à écrire cet ouvrage ? Parce que vous l'avez écrit de manière assez, j'allais dire, caustique, ironique, humoristique également, mais aussi de manière sérieuse, en dénonçant le faux, ou j'allais dire ce qui se fait de manière un peu plus industrielle et qui ne serait pas adapté, pour mieux revenir vers le côté traditionnel, authentique. Quels ont été les éléments déclencheurs de cette écriture ? J'ai failli dire la vérité. Parce que la vérité, c'est pas que ceux qui font des forages sont des menteurs, évidemment.
ils ont été la conséquence de l'eau qui est arrivée dans les maisons par les châteaux d'eau. Du jour au lendemain, on a abandonné, mais alors en France, des millions de puits ont été abandonnés, et des fois, j'ajoute lâchement. Je dis ça, c'est pas méchant de ma part, mais pour moi, c'était lâchement, mais dans le fond, c'était du confort pour les gens d'avoir de l'eau dans les maisons. Par rapport à autrefois, il fallait se lever à 5 heures du matin, faire chauffer la cuisinière à bois, chauffer l'eau pour aller dégeler la pompe pour pouvoir avoir de l'eau. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, Nicolas, un peu le boulot que c'était. Et là, il suffisait d'ouvrir le robinet et on avait de l'eau. C'était miraculeux. Mais les temps ont changé. L'évolution des 30 glorieuses a fait qu'on s'est rendu compte qu'au bout de 30 ans et un peu plus, mais on n'allait pas dans le mur. On était dans le mur. Et actuellement, on est dans un mur énorme où on fait une machine arrière extraordinaire, où on fait trop de machines arrière. C'est-à-dire, il y a une sorte d'inertie. On est dans l'inertie du trop. Bon, on va bientôt se calmer un peu pour revenir dans le normal. Essayer de revenir dans le normal. Bon. Alors, le dommage, c'est qu'il existe des millions de puits, et ces millions de puits qui sont abandonnés ne sont que abandonnés. Alors, ils fonctionnent toujours. Mais il faut les réhabiliter. Il faut simplement les nettoyer. Alors, 90%, c'est un travail de manœuvre pour réhabiliter un puits. C'est un travail physique. Bon, c'est vrai que c'est fait plus pour des jeunes que pour des anciens. Parce que descendre en rappel dans un harnais de sécurité avec une lampe sur le casque, ben, c'est beaucoup plus un travail de jeunes et bon, que d'anciens. Par contre, les 10% qui vont rester, alors là, c'est le bout du puits, c'est-à-dire le fond du puits à réhabiliter. Et chaque région avait sa façon de capter la veine et sa façon de faire les ouvertures qui donnent sur la veine. Et puis, bon, ils avaient leurs secrets, comme tous les métiers autrefois, tous ces métiers artisanaux avaient des secrets. Et même on a encore des secrets dans les entreprises où on fait des chaussures, où on fait n'importe quoi, il y a des secrets qui existent, des secrets partout. Bon, eh bien, nous, on n'a pas échappé à la règle, on avait nos secrets. Et alors, chaque puisatier était un maître comme les maîtres forgerons, comme tous les artisans, ils avaient la qualification de maître. Bon. Et donc, les puits qui ont été créés dans l'ancien temps, ils existent encore. Il faut les réhabiliter. Pourquoi les réhabiliter? Ben, simplement pour avoir alors, j'essaie d'être un peu prudent quand même. Je ne peux pas accuser ceux qui mettent l'eau dans les robinets, je ne peux pas les accuser de nous envoyer de la mauvaise eau. Tout le monde est un peu coincé. Ils envoient la meilleure eau possible, évidemment. Ils ne font pas exprès de mettre des mauvaises eaux dans les robinets, c'est sûr. Mais ils sont coincés parce que, d'abord, ils prennent l'eau là où les anciens puisatiers ne la prennent pas. C'est-à-dire que c'est la grande différence qu'il y a
entre les nappes dites phréatiques. Alors, les nappes phréatiques, c'est quoi? C'est l'eau de la pluie qui tombe sur la terre, qui est absorbée par la terre, que je disais la dernière fois, qui est un bouillon de culture, parce que la terre sous nos pieds est un intestin humain, ça y ressemble extraordinairement, dans la mesure où notre sous-sol, c'est des milliards et des milliards de bactéries. Quand on sait que dans une motte de terre, il y a plus de milliards de bactéries que d'habitants sur la Terre. Donc, on se rend compte la nocivité, si vous voulez, de la Terre. Donc, l'eau de pluie, quand elle se mélange avec la Terre, elle devient nécessairement ou obligatoirement, à moins qu'on me dise le contraire, un bouillon de culture. Et on fait les forages dans ces bouillons de culture. Alors, on peut me dire là aussi que j'exagère. Moi, je veux bien, moi. Mais donc, ces bouillons de culture, eh bien, ils font leur boulot de bouillon de culture. Eh bien, ça ne peut pas être compatible avec les éléments humains. Voilà. Donc, alors, à l'inverse, les puits ont tous, quand je dis tous, c'est depuis des milliers d'années, ils ont tous été créés dans des veines. Alors, je reviens un peu en arrière. On peut, quand je vais parler des veines, on peut les contester. On a le droit de dire, il parle de veines, oui, il y en a 2 ou 3. Non, non, pour moi, il y en a des millions. Et ces millions de veines, elles arrivent bien de quelque part, elles arrivent de l'amont, de tous les amont. Il y a une colline, il y a un amont. Il y a une montagne, il y a un amont. Eh bien, dans tous ces amonts, il y a de l'eau qui arrive de la mer. Cette eau a été évaporée. Elle s'agglutine dans les nuages. Elles s'en vont sur les parties hautes qui sont beaucoup plus froides. Il y a des précipitations. Ces précipitations, elles coulent sur les montagnes. Elles deviennent soit de la grêle, soit de la neige, soit de la glace, et soit de l'eau, bien sûr. Il y a tout. Alors, toute cette eau qui coule depuis des milliers d'années, si elle était restée à la même place, eh bien, il y aurait une mer à la place des montagnes. Donc, si l'eau qui tombe sur les montagnes, qui deviennent de la glace et qui deviennent de la grêle, qui deviennent de l'eau, enfin tout ce qu'on veut, et qui descend, parce que il y a la gravité. C'est des choses qui existent, la gravité. Alors on peut la nier aussi. On peut dire que la Terre est plate. Il y a tout un tas de trucs. Bon, donc cette eau, elle continue à couler, elle s'écoule et elle forme les eaux dites de dessus, c'est-à-dire les fleuves, les affluents, les confluents, et ainsi de suite. Et toute cette eau qui est en amont, ils vont dans un certain sens, qu'est l'aval. Et l'aval, c'est la mer. Alors, pour toutes les eaux en amont vont vers le côté le plus bas, qui est l'aval. Et alors, il y a ou des mers, ou des océans, ainsi de suite. Ou des lacs, pour certains, ça dépend. Bon. Et donc, toute cette eau que l'on voit représente en gros 20%. Les 80%, ce sont les eaux de la nappe phréatique, où passent à l'intérieur de ces nappes dites phréatiques, il passe les veines qui, elles, ne se mélangent pas. Alors, on en arrive à la création de la veine. Ces veines coulent sur une partie sédimentaire, parce qu'il y a autrefois, la Terre, tout était recouvert par la mer. Et petit à petit, la Terre, par les plaques tectoniques, a monté. Et progressivement, la mer est descendue. Et comme les terres étaient plus hautes,
la mer était un peu plus basse. C'est bête à dire, mais c'est comme ça. Donc, il y a eu un haut et il y a eu un bas. Mais l'eau qui coulait vers le plus bas, au fil des années, la géologie nationale dit entre 150 et 170 000 ans. Il y en a eu des forêts primaires qui se sont agglutinées sur ces veines. C'est pour ça qu'on les trouve plus, elles ne sont pas plus basses. C'est la terre qui est montée dessus par la formation. Mais on peut dire tout l'inverse de ce que je dis aussi. On a toujours le droit de me contester. Donc, cette eau qui coulait sur la terre a été engloutie et submergée par les forêts primaires. Il y en a eu des milliers de forêts primaires. Alors, ça a produit quoi? Ça a produit les tourbes, ça a produit les différentes argiles, ça a produit toutes les couches que l'on appelle des strates. Il y en a alors il y a des endroits où il y en a un peu plus et d'autres où il y en a un peu moins. Peu importe, toutes ces strates, on fait des couches et sous ces couches, il y a toujours les veines. Alors, des fois, on me dit, oui, mais ils ne savent pas trop, les gens. Alors, parce qu'ils disent, oui, il y a des veines, mais pourquoi elles ne se mélangeraient pas avec les eaux de la nappe phréatique? Ben, à cause des densités et des températures. Mais on peut me dire le contraire. Mais si on prend la température de la nappe phréatique, elle est à 18 degrés. Ça dépend des régions, ça dépend des endroits, mais elle est plus élevée. L'eau qui arrive des veines, elle fait sensiblement entre 10 et 12 degrés. Et ça, c'est immuable. C'est toujours pareil, c'est les mêmes températures. Et alors, donc, les veines, c'est quoi? Eh ben, à l'origine, c'était de l'eau qui coulait de la montagne, qui a amené les rochers. Quand vous voyez un gave, ben, c'est une veine, mais en plus gros. Voilà, mais c'est exactement ce qu'il y a en bas. Mais on ne le voit pas. Mais et quand on perce dedans, on s'en aperçoit. Pourquoi? Parce qu'on fait des carottes. Et les carottes, quand on observe le sable qu'il y a, et quand les vrais géologues regardent et font comment dirais-je, l'analyse de ces sables, eh bien, ce n'est pas les mêmes sables qu'il y a autour de la veine. Autour de la veine, il y a des sables calcaires qui venaient de la mer. Tandis que dans les veines, ce n'est que du sable à quartz, c'est du sable de roche qui arrive des montagnes. Ce n'est pas le même sable. Et ces veines ont été recouvertes. Alors, et ces veines ont des formes. Elles ont des formes en demi-lune. C'est moi qui le dis encore. Mais on peut me dire encore le contraire. Elles sont en demi-lune parce que ça repose sur les parties dures. La veine repose sur une partie dure qui est soit de l'argile très dure, soit un sédiment de l'ex-mer, soit de la tourbe, soit de la marne. Voilà. Et c'est toujours comme ça. Et dans tous les pays du monde où je fais des puits, c'était la même chose. Donc, ces veines, elles s'étalent en demi-lune, en dessus. Elles ne sont pas comme les fossés par en dessous. C'est pas creux. Les veines, elles reposent sur un lit de sable. C'est un lit de sable. Et elles ont une forme en demi-lune, elles ont une largeur et une épaisseur. Voilà, et c'est tout comme ça. C'est un peu comme les veines qui sont dans le corps humain. Elles ont une forme. Oui. Voilà. Et en plus, les veines ont un débit. Et le débit du haut, c'est le même, le débit du bas, c'est le même que le débit du haut. C'est le même débit. Mais elles n'ont pas toutes, ça se ressemble. Mais il n'y en a pas une qui est pareille. D'ailleurs, sur la planète, il n'y a rien de pareil. Il n'y a pas deux gouttes d'eau pareilles,
et il n'y a pas de grains de sable pareil. flocons de neige pareil. Et depuis que la Terre est Terre, donc il n'y a rien de pareil sur la planète. Même les feuilles des arbres se ressemblent, mais il n'y en a pas une qui est pareille. Et bien pour les veines, c'est la même chose. Les veines, elles ont une forme qui est toujours la même, par contre. Bon, et ensuite, elles ont une texture. Et dans cette texture, ce sont des sables qui sont différents des sables qu'il y a autour. Alors pourquoi elles ne se mélangent pas? À cause des températures et des densités. Elles ont des densités différentes. En gros, aller mélanger de l'huile et du vinaigre, bon, on n'y arrivera jamais. Eh bien, si vous prenez par exemple dans une bouteille en verre, vous prenez la même eau du robinet, vous mettez ça dans une bouteille et vous mettez la moitié avec un colorant. Vous mélangez tout, mais le lendemain, vous allez avoir, si le colorant est plus léger, vous l'aurez en haut, et s'il est plus lourd, vous l'aurez en bas. Ça ne se mélange pas. Eh bien, les veines, c'est pareil. Mais sinon, depuis le temps qu'on fait des puits, on s'en sera aperçu. Si on fait des puits et qu'on s'aperçoit que les veines sont mauvaises, eh bien, on ne se serait pas embêté à faire des puits dans les veines. Enfin, je vois ça comme ça. Alors que les forages, c'est tout l'inverse. Les forages, ils se disent, on a besoin de beaucoup d'eau. Ben, on va taper dans les nappes phréatiques, ben, on aura de l'eau, c'est vrai. Mais ils ont été obligés de fabriquer l'eau après. Ils ont été obligés de la potabiliser, tandis que dans les puits, on n'a jamais potabilisé. Depuis qu'on sait comment, depuis les millions de puits qui ont existé, on saurait depuis le temps s'il y avait des puits qui étaient mauvais, à part qu'il y ait des empoisonneurs qui mettent du poison dans le puits. Bon, mais ça, c'est un autre cas. Mais naturellement, quand on fait un puits, c'est pour pouvoir la boire. Donc, il y a eu des millions de puits qui ont été Pour pouvoir créés. la boire, mais aussi pour, j'allais dire les machines à laver, c'est ce que dit dans le manuscrit et on en discutait déjà, c'est pour aussi les choses de la vie quotidienne, pas seulement pour boire. C'est que c'est multi-usage finalement cette eau de puits. Ah oui, mais j'entends bien, mais attention, les machines à laver n'existaient pas avant les puits. C'est pas faux, c'est pas Non, faux. mais c'est ce que. Mais c'est vrai que le but premier, c'était de boire de l'eau Bah, potable sans avoir de évidemment, bien sûr, bien sûr. évidemment, parce que les gens, ils habitaient, la majeure partie de l'humanité habitait le long des rivières ou le long de la mer, hein, pour avoir de l'eau qui arrive de la montagne. Quand on habite au bord de la mer, il faut se dire que toutes les rivières qui arrivent par derrière, qui vont vers la mer, c'est de l'eau qu'on peut se servir pour nettoyer le linge. Et il y avait des lavoirs, ainsi de suite. Tandis que l'eau qui est sur la Marne, qui coule en veine, eh bien, on a fait tous. Il n'y a pas un puits qui a été fait en dehors d'une veine. Je n'en connais pas un. J'en connais des milliers à titre privé personnel, mais je n'en ai jamais vu un qui a été créé en dehors d'une veine. Il n'y avait aucun intérêt de faire des puits en dehors des veines. Donc ces veines Isidore, elles sont identifiables de quelle manière? Est-ce que les sourciers ont leur rôle à jouer dans la Et quelle bonne détection? blague, c'est le premier élément, c'est celui qui va découvrir la veine. Mais ce n'est pas un magicien non plus. Donc lui, le sourcier, je fais aussi office de sourcier. Je ne dis pas que je sois sourcier, j'en ai les possibilités. Et en plus, j'ai découvert les veines et j'ai fait des puits sur les veines que j'ai découvertes. Donc ça me permet de faire quand même des analyses, de savoir la justesse ou de, comment dirais-je, je vois les erreurs que l'on peut faire en tant que sourcier. Un sourcier, pour moi, c'est pas une machine. C'est moi qui le dis. Je vais peut-être m'attirer les foudres
de certains sourciers, mais c'est pas d'une précision extraordinaire non plus. C'est pas C'est non plus sur approximatif. bien sûr. C'est-à-dire que le sourcier, il peut déterminer avec justesse l'amont et l'aval. Ça, c'est sûr. Bon. Ensuite, le sourcier va déterminer la largeur de la veine. Bon, approximativement. C'est approximatif. Ensuite, le sourcier peut évaluer un débit. Bon, c'est approximatif aussi. Enfin, pour moi, c'est approximatif. On ne peut pas trouver au litre près, c'est pas possible. Bon, il y en a certains, l'orgueil, la vanité, la prétention, tout ça, ça joue aussi. Et puis, il y a des gens qui se prennent très au sérieux pour ça. Bon, donc, un sourcier va déterminer la veine, la largeur de la veine approximative, et par contre, le puisatier, dont le travail consiste à 90%, c'est un métier de, je ne veux pas les dévaluer, mais c'est un métier de manœuvre, hein. C'est faire un trou, hein. Faire un trou avec des buses ou avec des pierres, mais on fait un trou jusqu'à ce que l'on arrive dans la veine. Alors, c'est un travail de terrassier. Bon, les terrassiers, attention, ce n'est pas des personnes que je vais me permettre de mépriser, pas du tout. Mais c'est un bon métier, si vous voulez. Mais le travail du puisatier, ça va être de terminer la fin du puits pour avoir de la bonne eau. Donc, on va descendre jusque dans la veine et ensuite, on va faire les ouvertures. Alors, actuellement, j'ouvre une petite parenthèse, il y a des foreurs qui ont des tarières immenses et qui font des trous pour mettre des buses. Bon, très bien. Et en plus, ils mettent les buses, je ne les accuse pas, mais ils mettent des buses percées, les premières percées, parce qu'ils se disent, au moins, on aura des trous, quand on arrivera, ils ne savent pas trop où. Ils espèrent qu'ils vont arriver il y aura de la bonne eau. Ils espèrent toujours. J'ai toujours vu les foreurs espérer. C'est peut-être pas très élégant de ma part de dire ça comme ça, mais à moins qu'ils me disent comme au téléphone pour me dire mais non Isidore. Vous verrez bien de toute façon, vous verrez bien de toute façon les retours que vous avez. Les internautes, de toute façon, si jamais ils sont pas d'accord avec vous, ils vous contacteront par avec mail. plaisir. Il n'y a pas de souci. Là, je crois que ce qui revient le plus comme question en général, c'est est-ce que vous pouvez venir chez nous voir s'il y a des sources potentielles, de quoi faire un puits Oui, non, mais j'entends bien. Voilà, non, ce sont des questions souvent techniques ou en tout cas pratiques. Tout à fait, mais toutes les personnes, il y a une quarantaine de personnes, peut-être un peu plus, mais une quarantaine de personnes suite à l'émission m'ont appelé. Je les ai toutes, sans exception, aidées. Sans exception. Merci bon, j'ai pu le faire. Parce que j'ai pu le faire. Je l'ai fait en radio, en vidéoconférence. Je ne peux pas me déplacer comme ça. Je passerai ma vie avec une valise. C'est pas possible. Et puis maintenant, je suis trop âgé. Mais par contre, en vidéoconférence, je leur explique. Et en même temps, je leur demande de créer une association. Et même à certains, je vais plus loin, je leur demande de créer une confrérie, non? Oui, une confrérie. Oui, bon, à la tous. fameuse confrérie qu'on évoquait la dernière fois. Donc, oui, à tous, je demande de créer l'association. Oh, pardon. Voilà. Non, je vous en prie. Et je demande à ces personnes à qui j'ai aidé d'aider les autres. Parce qu'il ne suffit pas d'aider les gens, bien sûr, pour les aider, c'est sûr. Et je les ai tous aidés. Ils m'ont toujours envoyé des petits mots
de reconnaissance, c'est sûr. Mais à la place des mots de reconnaissance, en même temps, j'aurais aimé qu'ils créent des associations pour créer justement des confréries. Il y a des millions, arrêtez-moi si je dis des bêtises, il y a des millions de puits qu'il faut réhabiliter. Et les gens commencent à se dire, mais il y a de la bonne eau dans les puits, et pourquoi on prend de l'eau au robinet? Évidemment, je vais choquer les marchands d'eau, ça c'est sûr, qui vont avoir le derrière entre deux chaises. En même Parce temps, eux-mêmes, dans leur propriété, ils ont des anciens puits que la plupart, je le sais, parce qu'on me dit parce que beaucoup eux, de ils choses. utilisent. En fait, l'eau du puits, elle est bien pour eux, mais par contre, pour les pauvres et pour le bas peuple, il n'en faut pas. Il faut privatiser l'eau et la vendre en Oui, bouteille. Donc c'est ça aussi. Et c'est vrai que le oui. principe du puits, c'est ce qu'on évoquait la dernière fois, c'est l'indépendance, l'autonomie. Et c'est pour cela que nous faisons encore une fois cette série et ces épisodes. C'est parce que pas à pas, on va répéter beaucoup, hein. Certains vont Ah peut-être oui, en avoir c'est plus sûr. soif, si je puis dire, mais c'est important parce que après, au fur et à mesure des épisodes, on essaiera de faire ça avec des vidéos pédagogiques, avec des images, avec des éléments. Alors, je vous propose, pour faire une petite transition, puisque ça fait déjà une demi-heure qu'on est ensemble, et c'est très intéressant parce que là, vous avez très bien résumé ce qu'on a évoqué dans les émissions précédentes. J'ai regardé justement La fille du puisatier, la version originale, avec notre cher Rému, qui est décédé en 1946 d'ailleurs, donc peu de temps après le film qui date de 1940. 1940, date particulière pour la découverte de Lascaux aussi, de mon côté. Et donc, de ce fait, je vais passer 2-3 minutes. Alors, c'est pas dithyrambique sur le puits, mais c'est simplement pour faire une petite parenthèse cinématographique. Avant de me coucher, descendais en cachette de mes petites, j'ouvre la porte. Je me disais, c'est peut-être cette nuit qu'elle va revenir. Des fois, je m'asseyais au fond du puits et je me disais, j'aimerais rester là. J'aimerais qu'une argile glisse. J'aimerais qu'un troupeau de blocs dégringole et m'acclape et m'enterre et que ça finisse comme ça. Voilà pourquoi je comprends votre mal. Vous saviez qu'elle était vivante. Vous pouviez aller la chercher. Je ne pouvais pas. Je me l'étais défendu. Alors dites, parlez un peu de votre puits, monsieur Mazin, je le connais d'ailleurs. Il est profond, vous savez, il a 25 mètres. Alors ça vous coûtera 300 francs. Maintenant, s'il y a des pierres à rechanger, alors vous me paierez la façon, le matériel, je veux dire, puis alors vous aurez 100 francs pour moi et puis le petit manœuvre qui est en main. Hein? D'accord, Pascal, d'accord. J'espère que je te reverrai au magasin. Oui, peut-être bien. Oui, on va, monsieur. Allez, madame. Alors, au revoir, mademoiselle. Au revoir, monsieur. Cet enfant est à vous? Oui, madame. Vous êtes mariée? Non, madame. Quel âge a-t-il? 6 mois. Il est né le 21 janvier, à 7 heures du matin. Est-ce qu'on peut le voir? Oh, sans le réveiller, bien entendu. Juste le voir. Bien sûr qu'on peut le voir. On n'a pas honte. Patricia, apporte-moi à Moretti. Vous l'appelez comment? Je l'appelle Amoretti. Voilà, bon, il n'y a pas grand-chose, hein, parce que dans le film, ça tourne surtout sur l'affaire comment dire, du couple en question. Voilà, vous regarderez le film. Alors, je vous conseille de le regarder via le navigateur Brave ou Opéra. Comme ça, vous aurez, parce que c'est sur YouTube, le film complet. Hein, donc, vous aurez le YouTube sans pub via ces navigateurs. Il dure 2 heures et il est très intéressant. Alors, il y a aussi la version plus contemporaine avec Daniel Auteuil, que j'ai pas encore vue. Et donc, c'est intéressant parce qu'en fait, j'ai choisi cet extrait sur le côté du 25 mètres de profondeur. Donc, comme on parlait des puits de plus de 10 mètres de profondeur, alors bon, c'est 1940, hein, donc j'imagine que la législation a peut-être pas mal évolué depuis, bien sûr. Ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Et puis, les 300 francs.
parce que 300 francs en 1940, il faut imaginer ce que ça représente aujourd'hui. Ça doit être au moins multiplié par 10. Je ne sais pas exactement. Mais en tout cas, c'était un petit clin d'œil par rapport à cela. On revient rapidement, puisqu'on l'a déjà évoqué, Isidore, dans les autres épisodes, sur le coût, notamment d'un nettoyage de puits où on évoque 1000 euros. Oui, Le matériel qu'il y avait sur le puits n'a pas changé. sérieux? Ah oui, il n'a pas changé, c'est toujours Ah le oui, même. c'est toujours aussi artisanal, quoi. Ah, pareil. Pareil. Alors, je rappelle que le fameux manœuvre, on ne le voit pas dans l'extrait, mais c'est Fernandel, très jeune à l'époque, il a 37 ans, puisque Fernandel était né en 1903 et il nous a quittés en 71. Et donc, de ce fait, eh bien, donc, le prix du nettoyage du puits, on évoque à peu près 1000 euros. Alors, là, c'était une petite parenthèse, parce qu'on va revenir au cœur de l'ouvrage. Donc, j'ai sous les yeux le manuscrit. Et je vais citer donc un ou deux extraits comme ça. Déjà, en prologue, vous dites que vous avez mis plusieurs années à rédiger ce qui pourrait être décrit comme une encyclopédie ou du moins une sorte de vaste recueil d'histoire et de savoir sur les puits, en Voilà. ayant pour objectif d'offrir un ouvrage aussi complet et utile que possible. Je pense que c'est réussi. Le plus pédagogique possible. Voilà. Donc, bien sûr, plus de 60 ans d'expérience. Et en guise de... Alors, il y a beaucoup d'anecdotes, d'histoires, de références, de citations. Vous dites souvent, si le passé n'éclaire pas l'avenir, nous marcherons dans les ténèbres, forcément. Et avec un préambule où vous dites que le livre est donc un recueil d'histoires et d'anecdotes, une mosaïque d'expériences, une collection de savoirs où chacun pourra trouver ce qu'il cherche. Il y a des répétitions, des télescopages, mais cela fait partie du processus. Donc, on n'est pas là pour radoter. C'est le côté pédagogique. Voilà. C'est pas qu'on radote, mais si on répète plusieurs fois la même chose, c'est parce qu'on a tellement un schéma matriciel et de clichés, voilà, que les idées reçues. les idées reçues, voilà. Donc, c'est apprendre à désapprendre. Et là, on va reprendre. J'allais dire, c'est un peu comme pour l'église Notre-Dame, quand j'ai fait l'émission en avril dernier sur l'incendie, eh bien, j'ai pris un charpentier. Voilà. C'est quelqu'un qui s'y connaît et pareil, plus de 60 ans de métier, comme vous. Donc, c'est quelqu'un qui connaît le principe d'un mégot sur une charpente. Ça brûle pas comme ça, théoriquement. Voilà. Donc, il y a des choses. Non, mais ça paraît basique, hein, mais quelqu'un qui. Sauf avec de la termite. Voilà. Oui, on en a parlé, oui. La termite. Ah oui, la termite, ça vous brûle le fer. C'est ça. Alors, par la suite, on a justement, alors vous citez les différents chapitres du livre, donc je le rappelle, il sera disponible en PDF ou en version Word. De toute façon, vous l'enverrez par mail à tous ceux qui vous le demanderont, et si certains veulent m'écrire pour l'avoir, je ferai l'attaché de presse, voilà, mais contactez Isidore, il adore vous répondre aussi. Donc, au programme de ce livre, vous évoquez l'histoire des puits à travers les âges, la sourcellerie, et pas la sorcellerie, mais la sourcellerie et ses mystères, les idées reçues comme la profondeur des forages, d'où aussi l'extrait de La fille du puisatier, la création hasardeuse des forages, comprendre parfois dans la douleur ce qu'est une vraie nappe phréatique, découvrir d'où vient le fer dans l'eau, et bien d'autres choses étonnantes, et les différences entre les puits traditionnels et les forages modernes, les utilisations légales de l'eau des puits traditionnels, les mystères de l'eau des puits traditionnels et comment en profiter à la maison sous certaines conditions. Alors, je rappelle que dans le manuscrit, il y a quelque chose qu'on ne va pas reprendre, c'est ce qu'on a dit la dernière fois, les fameux articles. C'est les articles que j'avais évoqués et en fait qui sont déjà inclus dans le manuscrit. Donc, ce sera du 2 en 1 sur l'historique des puits artésiens qu'on avait évoqué. On avait dit aussi la différence entre les puits et les forages et on parlait des foreurs clandestins, donc on ne va pas y revenir. On a évoqué un petit peu les puits à margelle à ciel ouvert, les puits de plus de 10 mètres de profondeur. On a évoqué le brevetage du système d'embuage et les méthodes pour apprendre à nettoyer scientifiquement des puits. Donc ça, on ne va pas faire une redite là-dessus. Mais par contre, ce qui est assez intéressant, c'est de parler notamment de la radiesthésie et de l'activité de sourcier. Parce que ça, on n'a pas suffisamment rentré dans le détail. Et si vous voulez bien, on va évoquer ça. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui veulent s'initier à la radiesthésie, comme le professeur Tournesol dans Tintin, justement. Vous êtes un peu mon professeur à Tournesol et je suis un peu Tintin, entre guillemets.
Et de ce fait, comment, comment on veut faire? On parlait de dons, d'aptitudes, de capacités, mais celui qui ne sait pas, quoi faire et qui, n'arrive pas forcément à vous joindre ou qui veut se débrouiller par lui-même, il a un jardin, par exemple, je ne sais pas, de 1 000 m², admettons, et puis il s'interroge à savoir s'il a une source, si, il y a du potentiel pour créer un puits. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il n'y a rien de plus simple. C'est sur Amazon, je ne veux pas les nommer pour faire de la pub, mais sur Amazon, il y a comment dirais-je, j'ai pas Les baguettes? oui, non, mais c'est pas ça, mais sur Amazon, il parle des baguettes de sourcier. Oui. Alors, les baguettes, enfin, je n'engage que moi, hein, maintenant. Dans tout ce que je vais dire, De toute c'est façon, dans toutes mes... Isidore, ne faites pas cette tournure de langage à chaque fois. J'ai dit au début de l'émission que vous êtes entièrement responsable de vos propos, de vos actions, donc il n'y a pas de souci. Et vous dites ce que vous pensez, et c'est pas pour autant que c'est dans le but de heurter qui que ce soit. C'est simplement votre regard à vous. Donc il n'y a pas de souci. Voilà, c'est mon Voilà. expérience. Exactement. Mais on peut être bien sûr à l'inverse de ce que je vais dire, ça c'est sûr. Et me le dire en plus, en me prouvant que ce que, avec des arguments, comment dirais-je, avec des arguments logiques, que je me trompe. Moi, je veux bien accepter de me tromper, bien sûr, avec plaisir même. Bon, la sorcellerie, j'ai découvert, et la physique, les inventions nouvelles ont prouvé que ce que j'ai ressenti, ce n'est pas comment dirais-je, je ne parle pas, j'ai failli dire, à mon nom à moi. Je parle en fonction de ce que j'ai découvert. Voilà. Alors, ce n'est pas forcément mon idée à moi, mais je ne peux pas aller contre ce que j'ai découvert. Alors, j'ai découvert qu'il y a des gens qui peuvent faire tout ce qu'ils veulent. C'est moi qui le dis une fois de plus. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ils n'y arriveront jamais. Et ils peuvent aller voir des professeurs, ils peuvent aller voir comment dirais-je, parce qu'il y a des gens qui apprennent, qui voudraient apprendre à des volontaires à trouver de l'eau ou autre chose. Bon. Alors, il y a des gens qui ont les capacités. Avoir les capacités, alors, ce que j'ai découvert, c'est que c'était à la base, et je le dis souvent, de la loi d'Ohm. La loi d'Ohm, c'est quoi? C'est la loi de la résistance. Alors, nous naissons, du verbe naître, nous naissons avec une résistance, qui est un spectre. Un spectre, c'est quoi? C'est une portion de quelque chose. Alors, quand on prend un matrix, c'est un appareil qui permet de mesurer l'intensité électrique. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec un matrix. Bon, mais ce matrix, il a une version ohm mètre. Quand on le met sur l'ohmètre, on peut mesurer sa portion d'ohm, de résistance. Et quand on est dans ce faisceau, eh bien, on s'aperçoit que on reçoit un certain nombre d'ondes électromagnétiques. Voilà. Parce que autour de nous, autour de nous, tout est vibration. Alors, nous vivons dans des longueurs d'onde. Alors, des longueurs d'onde, il y en a des milliards. Il y a celles qui arrivent de l'univers, qui traversent la planète et dont nous et tout. Bon, et puis il y a d'autres, il y a les ondes des radars, il y a les ondes de la radio, il y a les ondes des téléphones, il y a les ondes, il y a des milliers. Si on mettait une couleur à chaque longueur d'onde,
ben, on ne se verrait même pas. Parce qu'il y en a bon. Donc, les ondes existent, on le sait. Elles ont toutes des longueurs. Voilà. Et quand nous sommes dans le spectre d'une certaine longueur d'onde, eh bien, le corps humain les reçoit inconsciemment. On ne le sait pas. Alors, les baguettes, qu'elles soient en bois, qu'elles soient en n'importe quoi, les baguettes, pour moi, qu'elles soient en n'importe quoi, elles ne fonctionnent pas. Ce n'est pas les baguettes qui fonctionnent. C'est le corps humain qui reçoit les informations et qui les traduit dans les aiguilles. Je viens de dire aiguille, c'est une aiguille, une vulgaire aiguille. Mais un peu comme l'aiguille qui indique dans votre voiture ou la tension électrique ou la capacité de votre réservoir. Alors, cette aiguille, qu'elle soit en bois, qu'elle soit métallique, qu'elle soit en plastique, qu'elle soit n'importe quoi, l'aiguille fonctionne. Mais avec qu'elle soit en n'importe quoi. Donc l'aiguille n'a rien à voir. C'est-à-dire que la baguette n'est qu'une simple aiguille qui va fonctionner d'une façon différente, plus ou moins à chaque personne. Il y en a certains, elles vont fonctionner comme ça. Après, il y a le côté interprétation. Alors, il va falloir savoir interpréter. Alors, qu'il y ait des gens qui vous aident parce qu'ils ont été aidés par d'autres, ou c'est leur état de réflexion, leur analyse, qui ont fait qu'ils ont appris des choses et qu'ils peuvent l'apprendre aux autres. Bon, et ainsi de suite. Donc, c'est le côté interprétation. Si on ne sait pas interpréter ce que l'on reçoit, c'est comme si on recevait rien. C'est un peu comme celui qui a des idées et qui ne sait pas les mettre en forme. Celui qui a des idées, plein d'idées et qui ne sait pas les utiliser, ces idées, c'est comme s'il n'en avait pas. Eh bien, celui qui reçoit des informations par son corps et qui ne sait pas interpréter les baguettes, eh bien, il ne comprend rien. Il sait que les baguettes vont fonctionner. Elles fonctionnent comment, les baguettes? Par les milliards comment dirais-je, de vibrations. Le corps, il envoie les vibrations. Nous sommes un paquet de vibrations. Si on regarde au microscope... C'est comme un courant électrique, en quelque sorte. Donc, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Nous sommes une pile électrique. Donc, pour identifier... On est de l'eau. Ouais. On est pratiquement de l'eau. Alors, on reçoit des milliards d'informations, mais il faut savoir interpréter ces milliards d'informations. Il n'y a rien de... Alors, il y en a qui se disent, là, je vais m'attirer des ennuis, mais bon, il y en a qui disent, je me mets en relation. Bon, alors, ça devient du mystique. Alors, c'est plus de la physique. On est au niveau de l'alchimie et de la chimie. On est du Nicolas Flamel en passant par Nikola Tesla. Ah oui, c'est pas mal ça comme passerelle. Nicolas Flamel à Nikola Tesla. Voilà. Ça pourrait faire presque l'objet d'un épisode, ça. Ah, moi je veux bien parler. Très bien. Très bien. Alors, bien sûr. Alors, nous sommes dans ce domaine-là. Alors, je ne dis pas que Nicolas Flamel, dans ses grandes œuvres, la petite œuvre et sa grande œuvre, c'est faux. Mais parce que ça a été à la recherche de la pierre philosophale, bien sûr, les grandes quêtes de l'époque du Moyen-Âge. Mais maintenant, on a d'autres moyens pour faire de la recherche, et c'est pour ça qu'on a inventé des appareils qui s'appellent des électromagnétomètres. Malheureusement, ça coûte quelques millions d'euros encore. Alors, les grands foreurs, ils s'en servent de ces électromagnétomètres. Pourquoi? Parce qu'un forage de pétrole,
il fallait faire des fois 10 forages de pétrole pour en trouver un bon. Bon, il faisait ce qu'il pouvait. Mais avec les électros, et ça coûte faire un essai, ça peut coûter des millions d'euros pour faire un simple essai. Et comme ça ne fonctionne pas, on va faire un essai un peu plus loin. Alors, moins on fait d'essais, plus on gagne. Voilà. Donc, ils ont des appareils qui leur permettent, avec un groupe de sourciers différents, qui chacun, indépendamment, va avoir des ressentis qui pourront dire au patron des grandes entreprises, je pense que ceci, que cela. Bon, voilà. Et les électromagnétomètres sont des compléments. Alors, moins ils font de puits pour trouver un bon puits, des fois ils en faisaient 5 ou 6, et maintenant ils en font plus que 2 ou 3. Et c'est moins d'argent dépensé, plus c'est de l'argent gagné. En gros, c'est ça. Eh bien, pour les sourciers, c'est à peu près le même, en plus petit, bien sûr, le même travail. Alors, les sourciers, ils reçoivent des informations et ils ont des baguettes. Alors, il y en a qui deviennent même sourciers professionnels. Bon, parce qu'il y en a qui sont plus doués les uns que les autres, c'est sûr. Non pas parce qu'ils sont plus intelligents, c'est parce qu'ils reçoivent des informations que d'autres ne reçoivent pas, naturellement, bien sûr. Parce que personne n'est égal sur la planète. Nous avons tous nos ressentis et il n'y a personne qui ressemble. On se ressemble parce qu'on est des êtres humains, une tête, 2 bras et 2 jambes. Mais en dehors de ça, on est différent dans les ressentis. Donc, il y a des gens qui ont des ressentis un petit peu plus importants et qui peuvent se qualifier aimablement en professionnels. Et tant mieux, parce qu'ils peuvent se prétendre, c'est pas qu'ils soient des prétentieux, mais ils peuvent prétendre à en savoir plus que les autres, non pas pour en savoir plus que les autres, mais c'est parce qu'ils reçoivent des informations que les autres ne reçoivent pas, ou qu'ils ne savent pas interpréter. Parce que tout le monde reçoit des informations. Mais bon, on ne sait pas s'en servir. Et il y en a qui savent s'en servir. Bien sûr qu'il y a des escrocs. Bon, ce n'est pas forcément des escrocs, mais c'est des gens qui voudraient avoir un petit peu plus que les autres. Parce qu'il y en a qui se sentent un petit peu sous-évalués. Alors, c'est un peu comme le beurre et les tartines. C'est-à-dire, moins on a de connaissances, plus on l'étale, quoi. Alors, bon, en gros, c'est ça. On va revenir là-dessus parce que pour finir sur le sourcier, vous citez des personnes qu'on avait citées déjà la dernière fois, notamment Emmanuelle Le, qui est une sourcière et une géobiologue. Ah oui, elle a elle a beaucoup de perceptions que je n'ai pas. Alors, c'est un travail d'équipe, c'est ça aussi l'intérêt, c'est-à-dire que vous parlez aussi d'Hector et de Roger qui sont puisatiers, d'Olivier qu'on avait déjà cité, sourcier indépendant, donc on les salue au passage. Et puis vous parlez de la géobiologie qui est la science du vivant liée à la radiesthésie et qui permet une détection et une prévention des risques géopathogènes, accidentisation accidents des zones, je crois, qui peuvent perturber la vie des êtres vivants. Et donc, ce qui m'a intéressé, moi, dans votre ouvrage, c'est notamment sur les puits anciens et leur valeur inestimable, puisque vous parlez de leur réparation, notamment. Oui, la réhabilitation. Voilà. Donc, le but, les objectifs, c'est de rénover, de redonner la vie aux puits anciens, et avec donc patience, savoir-faire, oui. Alors, je lance un appel. Il y a des millions de puits à réhabiliter. Bon, petit à petit, ça va rentrer dans les mœurs. C'est obligatoire que ça parce qu'il y a des gens qui commencent à me téléphoner un peu de partout en France pour me dire j'ai un puits qui est abandonné dans le jardin, qu'est-ce que je peux en faire? Bon, je leur explique
par A plus B comment il faut pour le réhabiliter. Et je leur apprends à eux de le faire en famille. Pourquoi? Parce que ils peuvent appeler. Alors, Bah, vous n'êtes pas omniscient, vous pouvez pas être partout, donc chacun, apparemment, c'est pas si difficile à comprendre que cela. non, Et donc, ça peut non. permettre, par cette émission, Ah, de mais tout prêcher la à bonne fait. parole, si je puis dire. Mais quelle bonne blague, évidemment. Bien sûr. J'en arrache mon écouteur. Non, mais voilà. Et donc, ce qui est intéressant, je vous laisse rebondir, mais juste, le passage en question, c'est notamment la mise en service qui comprend plusieurs étapes, dont premièrement le nettoyage du fond du puits, qui se fait Ah, traditionnellement au seau. ah oui, Pourquoi? Parce que l'argile dure qui soutient le fond du puits doit être manipulée avec précaution. Un simple affaissement de quelques centimètres peut déstabiliser tout le puits et perdre bien son pouvoir sûr. d'aspiration de l'eau. Deuxièmement, la vérification des ouvertures spéciales, qui sont des Ah, passages qui permettent à l'eau de s'infiltrer et qui sont cruciaux. Leur nettoyage doit être effectué avec soin sans perturber la stabilité du fond. Et la voilà. troisième, c'est la vérification de la stabilité du fond, parce que c'est ça qui soutient la veine d'eau. Si cette stabilité est compromise, l'eau ne pourra plus circuler correctement. Et C'est ça. enfin, l'étanchéité, ça on l'avait déjà évoqué, parce que l'étanchéité de la paroi du puits permet d'éviter que l'eau de la nappe phréatique ne s'y Ouais, infiltre, ce qui pourrait bien polluer sûr. l'eau du puits, faire le côté bouillon de culture, comme on disait. Et il est C'est donc ça. nécessaire de badigeonner les parois à la chaux, Bien méthode sûr. traditionnelle Ça, qui c'est rendit l'hygiène de l'eau. voilà. C'est ce que les anciens faisaient jusqu'à présent. Parce qu'ils se sont rendus compte que les microbes qu'ils ne pouvaient pas voir, ben, ils se doutaient bien qu'ils existaient. C'est pour ça qu'ils se jetaient par-dessus les murs des cités, ils jetaient des cadavres pourris pour justement pour la peste, pour envoyer le maximum de maladies ils connaissaient le mot de la maladie, mais ils ne connaissaient pas les microbes qu'ils ne pouvaient pas voir. Mais ils savaient qu'il y avait des répercussions et puis que la, la, je ne vais pas dire le mot, euh, que les gens puissent devenir malades au contact d'une autre personne. Euh, je me rappelle plus comment on dit la je suis un J'ai peu pas perdu. compris. Eh ben, c'est-à-dire, quand quelqu'un est malade, Oui. vous êtes enrhumé, vous passez à côté de quelqu'un, vous éternuez, Ah, la contamination. la contamination, voilà, D'accord. j'arrive plus à le dire, ce mot-là. La contamination, ils connaissaient depuis le Moyen-Âge, En fait, ce que l'Antiquité. vous essayez de faire comprendre, c'est que si le puits, on fait en sorte qu'il soit étanche et bien nettoyé, ça évite de le mélanger, entre guillemets, à des eaux usées ou en tout cas des. Bon, c'est d'une Oui, c'est normal, c'est c'est logique, d'une logique bien sûr. extraordinaire, bien sûr, et c'est connu depuis l'Antiquité, c'est pas d'aujourd'hui. Bon, ça s'est perdu, d'accord, mais ça peut se retrouver aussi. Alors, c'est pour ça que j'engage toutes les personnes qui me demandent de l'aide. Moi, je leur demande de l'aide en disant, mettez dans les mairies des affiches comme quoi, si sur le tableau public, que les gens puissent le lire en disant s'il y a des jeunes qui veulent se monter en association et créer des confréries, il y a un travail énorme. Il y a des vies entières à passer à nettoyer les puits. Mais on les nettoiera hein, de toute façon, hein, de gré ou de force. Moi, je suis En tout cas, mort. voilà, vous lancez un appel. De toute façon, je mets le lien en description de votre mail, du site internet, même du numéro de téléphone, Ben pour oui, justement, si les gens veulent vous contacter, puisqu'il y a quand même plus de 7000 adhérents à travers le monde des Amis du Puy. Et puis, dans chaque département de France, il y a besoin, limite, de satellites de l'association Confrérie. Alors, ce qui est intéressant quand même, c'est que vous avez essayé de former votre petit-fils adoptif Hector c'est au ça. puisatier, 5 ans quand même, hein, ça a nécessité beaucoup. Ah oui, eh oui, eh oui. Alors qu'est-ce Oui, qui a parce fait que que lui, qu'est-ce qui fait que c'est attention, aussi long? lui, il sait les nettoyer, mais il sait les fabriquer. C'est quand même, il sait les. Alors, dans certaines régions,
la création de puits ne se fait pas exactement comme dans une autre région. Parce que les sous-sols ne sont pas les mêmes, ils se ressemblent, mais ce n'est pas les mêmes non plus. Et puis, il y a aussi les matériaux. Autrefois, on prenait le matériel du coin pour faire le château du coin. On faisait, bon, d'accord, les pyramides, on a fait venir des pierres de 1000 kilomètres, mais pour les châteaux forts, qu'ils soient dans les Pyrénées ou partout, on a pris les matériaux du coin pour faire justement toutes et puis les villes. En Bretagne, c'est fait avec des cailloux, hein, la plupart des maisons. Eh ben, on prenait les matériaux donc il faut prendre les matériaux du coin pour faire un puits. Alors maintenant, on a fait quelque chose de différent. Je n'ai pas dit mieux, mais différent. C'est-à-dire, on prend des buses. Alors, il y a les buses de 80 cm de diamètre et il y a des buses d'1,20 m. Alors, il y a des foreurs, pas des mauvais foreurs, bien sûr. Je ne suis pas contre les foreurs dans le métier qu'ils font. Je suis dans le résultat. C'est tout. Un puits est toujours bon. J'ai jamais vu un forage de bon. Alors bon, si j'entends ça, ils vont me dire, ouais, mais on a quand même de l'eau. Enfin, de temps en temps, on a de l'eau. Et parce qu'ils sont même pas. C'est malheureux ce que je suis en train de dire. Ils travaillent dans l'espoir. Ils espèrent que. D'ailleurs, ceux qui m'entendent, dites-moi si vous dans vos devis, est-ce que vous garantissez l'eau? Je ne connais pas, j'ai jamais vu un devis d'un foreur garantissant l'eau. Il garantit pas l'eau. Bon, alors ils garantissent pas la qualité, ils garantissent pas la quantité, ils garantissent rien. Ils garantissent le trou. Alors là, ils savent faire des trous, ça je ne discute pas. Bon, ils mettent des buses. Alors, ils mettent les premières buses avec des trous, alors qu'il faut déposer la première ou la dernière, la première sur la veine, il faut la déposer à un endroit précis. Il ne faut pas rigoler là. Ça se joue au centimètre près. Ils font des trous, ils font des grands trous et ils déposent les buses dedans, en espérant que l'eau des côtés va venir alimenter le puits qu'ils ont fait. Parce qu'ils appellent, moi j'appelle ça un forage, eux ils appellent ça un puits. Parce que pour eux, un puits, un forage, c'est la même chose. Pour moi, c'est complètement différent. C'est le jour et la nuit. Mais bon, pour eux, c'est différent. Bon, j'accepte. Moi, je veux bien. Du moment que dans le puits qu'ils font, ben, on puisse la boire sans la travailler. Hein. C'est-à-dire qu'autrefois, quand on avait un puits à margelle, un puits busé ou en pierre, eh bien, l'eau avait le temps de décanter. C'est pour ça que la vase s'était accumulée. Pourquoi il faut réhabiliter les puits maintenant? Parce que la vase est remontée. Et elle est passée même par, à force, il y a même de l'herbe qui pousse sur la vase par en haut et l'eau est en bas. Bon, quand les puits ne sont pas trop profonds, parce qu'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de verdure, il n'y a rien. Bon, mais voilà. Donc les foreurs, alors les nettoyeurs, alors je vais parler un petit peu des fameux nettoyeurs. Il y a des jeunes qui devraient me rejoindre d'ailleurs, ceux-là, qui nettoient des puits. Bon, ils font ça pour le pognon, hélas. Je ne dis pas qu'il ne faut pas gagner d'argent pour tout. On dit vulgairement tous les. Disons que c'est censé être plutôt une vocation et voilà, c'est ça. l'aspect pécuniaire n'est pas, bien pour sûr. faire un échange. Quand les gens ils donnent du bon argent, ils s'attendent à avoir du bon travail. Quand il y a du bon travail, ils donnent du bon argent. Et il n'y a pas de regret. C'est-à-dire que si on fait
un mauvais boulot et qu'on se sent obligé de payer un mauvais boulot, quelque part, on peut se ressentir, comment dirais-je, un peu frustré. Tandis que là, entre le puisatier et l'adhérent, parce qu'on ne devient plus client, on devient un adhérent. On adhère à quelque chose. Oui, C'est un disons qu'on autre n'est pas, état d'esprit. on n'est pas comme dans d'autres domaines, dans un aspect ultra mercantile. On est censé être Voilà. dans l'échange et On n'est pas dans un voilà. état commercial. On n'est pas dans le capitalisme à l'état Non, pur, quoi. non, non. Ah non, pas du tout même. Enfin, c'est Même pas censé être comme ça, mais le problème, c'est que vous avez toujours des gens qui essayent de récupérer ça d'un point de vue hélas, capitalistique. Et hélas. Alors, les meilleurs des plus mauvais. Alors, je m'adresse aux meilleurs des plus mauvais. Voilà. au meilleur des plus mauvais, d'accord. C'est dans le pire qu'ils sont le meilleur, mais bon, il y a quand même de l'espoir pour eux, très bien. Voilà. Qui m'appellent en vidéoconférence. Je suis prêt à les aider, mais il y a des conditions. À condition qu'ils deviennent une association et ils deviennent une confrérie. Il ne faut pas qu'ils restent dans le vulgaire commerce. C'est plus du commerce que l'on fait, c'est de la sociologie. On fait du social quand on fait un puits. Enfin, c'est moi qui le vois comme ça. On a le droit de le voir en commerce. Mais attention, ceux qui font du commerce, ils iront pas loin. Parce que ça va se savoir. Tous ceux qui ont commencé, ils arrivent à terminer rapidement. Pourquoi? Parce qu'ils font ça dans l'esprit du pognon. Et ça, c'est pas bon. Mais ils ne se rendent pas compte parce qu'ils ont besoin d'argent. Et c'est un argent relativement facile à gagner. Parce que comment ils font? C'est simple. Ils prennent des pompes crapauds, c'est des pompes un peu spéciales, ils descendent ça dans le puits, et là, c'est des aspirateurs, ces pompes. Ça pompe tout. Même s'il y a ça vous laisse le puits, mais alors, nettoyer comme pas possible. D'accord, c'est très bien. Mais par contre, ce qu'ils font, sans s'en rendre compte, et ils pensent que c'est même pas mauvais, c'est qu'ils déstabilisent la partie dure, parce que la partie dure, c'est pas de l'acier, hein, c'est une partie qui est dure. Donc, si, avec la pompe qu'ils ont, qui est très puissante, trop puissante, et c'est pour ça qu'on prend des seaux. Alors, eux, ils prennent des pompes ultra puissantes. Eh bien, ils arrivent. Alors, dans leur petite tête, c'est malheureux à dire ça aussi, dans leur petite tête, ils pensent que plus on va profond, plus il y aura de l'eau. C'est ce qu'ils croient. C'est des idées reçues C'est vrai qu'au dangereuses. départ, c'est à ça qu'on pourrait s'attendre. Vous l'évoquiez la dernière fois, mais finalement, c'est pas aussi évident que ça, quoi. Mais non, c'est pas parce qu'on va plus profond qu'on aura plus d'eau. Les gens le croient. Il y a même des foreurs qui le croient. Que plus on va profond, plus il y a de l'eau. C'est faux. Des fois, c'est vrai, mais des fois, c'est faux. Et dans le cas des puits anciens, dits à ciel ouvert, ils reposent tous. À moins que je voudrais que quelqu'un me téléphone et me dise, mais Isidore. Mais est-ce que c'est déjà arrivé que quelqu'un vous appelle et vous dise le contraire Eh bien, malheureusement, non. Bah, non, ça veut dire que vous avez raison et que personne n'a rien à Non, mais je dis dire. malheureusement. Non, mais avec voilà, humour. l'un dans l'autre, ça veut dire que bon, si vous n'êtes pas contredit jusqu'à présent, alors ça peut peut-être changer, hein, mais jusqu'à présent, bah, apparemment, voilà. Après, il y a aussi, j'allais dire, une énorme ignorance de notre part parce que nous ne sommes pas du tout de ces milieux-là. Nous avons perdu ce savoir-faire depuis plus de 50 ans et vous êtes un des derniers de France. Donc, j'allais dire, vous faites aussi partie des derniers référents que nous avons. C'est un peu comme, j'allais dire, des chaudronniers ou des métiers comme ça qui sont fragiles aujourd'hui. Et Donc, forgerons. ou forgerons. Donc, je dirais pas qu'on est obligé de vous croire, mais dans le sens où, en fait, il faut déjà étudier tout cela. Et c'est pour ça que ces épisodes existent. C'est parce que, en fait, on fait en version accélérée une étude du puits, de la source
et même du forage indirectement, parce que c'est bien de savoir aussi ce qui existe aujourd'hui d'un point de vue industriel pour comprendre comment revenir à l'authentique. Et ceux qui nous regardent ce soir sont essentiellement des gens qui veulent revenir vers l'authentique, vers l'artisanat, vers le local, en fait, vers un côté, sans faire de terminaison en iste, mais autonomiste, etc. Je dirais pas survivaliste, mais en tout cas, à retrouver le cœur de ce qui a fait notre patrimoine et ces fameux puits. Et encore une fois, il faut bien rappeler aujourd'hui qu'il y a non seulement des puits abandonnés un peu partout en France, par millions, qu'il y en a qui ne sont pas abandonnés, mais qui sont menacés. Et Marie-Françoise à Faucigny, en Haute-Savoie, le sait. Et je pense malheureusement qu'elle n'est pas la seule concernée en France, que des projets autoroutiers ou des projets de destruction de puits pour des raisons plus ou moins politiques ou autres existent un peu ailleurs. Donc, c'est aussi important de faire ces épisodes et d'avoir l'appui des Amis des Puits, de l'association, pour pouvoir aussi, entre guillemets, pourquoi pas, ester en justice si jamais on fait disparaître les puits, parce que le plus grand gâchis dans l'histoire, c'est que non seulement on a des puits abandonnés, mais que quand on veut s'en préoccuper d'un, il est menacé par un projet quelconque, qui est juste là pour faire du fric ou pour gagner du temps. Tant qu'on va perdre ailleurs, quoi qu'il arrive, de toute manière. Et donc, non, parce qu'on ne rattrape pas le temps perdu. Et donc, de ce fait, on va finir cette partie d'émission. Et de toute manière, l'ouvrage, on le reprendra dans l'épisode prochain, parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas le temps de traiter aujourd'hui, parce que ça demande vraiment des détails techniques, mais néanmoins, on revient sur les puits anciens, les puits traditionnels, et il y a un passage moi, que j'apprécie, parce que c'est une forme de question-réponse, donc quelque part, ça pourra peut-être répondre par nature à la foire aux questions, c'est la foire aux questions a posteriori de l'émission. Vous parlez du puits traditionnel, pourquoi est-il supérieur? Et vous nous dites, à l'inverse, un puits traditionnel creusé par un puisatier expérimenté est conçu de manière à prendre en compte les spécificités des veines d'eau souterraines. Le puisatier ne fait que percer un trou dans le sol, il travaille de manière minutieuse en utilisant des outils adaptés pour garantir que l'eau extraite est de bonne qualité et qu'elle provient d'une veine dont le débit est stable. Un puits traditionnel permet aussi d'éviter les effets de rabattement de la nappe phréatique en régénérant l'eau lentement de manière naturelle grâce à la décantation. Le rôle du sorcier dans l'optimisation des puits, donc on en a parlé tout à l'heure, le coût de l'indépendance, l'accès à l'eau gratuite. Donc selon la législation, chaque propriétaire de terrain a le droit d'exploiter l'eau souterraine de son terrain jusqu'à un certain quota, généralement 1000 mètres cubes par an, gratuitement. Cela reste une ressource précieuse que chacun peut exploiter, dans le respect des lois et des normes. L'eau est un bien commun et pourtant le système en place fait tout pour nous convaincre que nous devons payer pour accéder à cette ressource alors qu'elle est présente dans nos sols à notre portée. Oui, mais je les comprends qu'ils payent. Je finis par les... C'est obligatoire pour moi de les comprendre. Pourquoi? Parce qu'ils travaillent, ils font un forage. Les forages qu'ils font, c'est des millions d'euros. Hein? Bon. Ensuite, ils pompent l'eau, c'est des milliers d'euros. Mais comme cette eau n'est pas potable, ils la potabilisent. Alors, je ne vous dis pas, il faut des laboratoires déjà pour analyser l'eau. Alors, il faut savoir qu'une analyse de l'eau des forages, c'est 800 euros. C'est pas 20 ou 30 euros. Non, c'est entre 800 et 1300 euros. Et ils sont obligés de le faire très souvent. Alors, donc, les millions de litres qu'ils distribuent, ils ne peuvent pas les distribuer gratuitement. C'est parce que c'est d'une manière ou d'une autre, Nicolas, ce sont des entreprises privées. Et si ce n'était pas des entreprises privées, ce serait l'État. Mais l'État, c'est quand même nous. C'est nos impôts. Donc, on ne peut pas distribuer, à part de l'eau. Parce que l'eau, Nicolas, l'eau qui coule dans les puits, elle s'en va à la mer. D'une manière ou d'une autre, l'eau des puits s'en va à la mer. Elle ne reste pas dans le puits. Elle s'en va, elle s'écoule vers la mer. Donc, pourquoi ne pas la prendre? Puisque, en plus, jusqu'à présent, on ne m'a jamais dit qu'elle était pourrie.
l'eau. Oui. Oui, c'est sûr. Non, mais oui. On n'a jamais, depuis l'Antiquité à nos jours, on a toujours analysé l'eau des puits, mais on n'a jamais découvert que 99% des puits étaient pas bons. C'est l'inverse. Ils sont tous à peu près, bon, je peux pas dire 100%, le 100% n'existe en rien, mais au moins à 99%. Moi, je dis les puits à 98%, ils sont valables. Alors que les forages, à part un ou deux qui sont bons, par hasard, eh bien, ils sont à 98% mauvais. Et, ils sont pas mauvais pour être mauvais. Ils sont mauvais pour pouvoir comment dirais-je, transformer l'eau pour Oui. qu'elle soit buvable pour Bien sûr. les gens. Elle devient presque, à l'analyse, je parle, hein, parce que là, j'ai vu des analyses qui étaient faites par des mairies sur les puits artésiens et sur l'eau de la ville. Les puits artésiens, à 99%, ils sont bons. Tandis que l'eau de la ville, à 99%, ils sont obligés de... C'est ce qu'on évoquait. C'est pour ça que le puits, Oui. aujourd'hui, il faut le réhabiliter de toute urgence dans les ben, années à venir pour permettre justement à la fois de s'émanciper de l'eau de ville, ce qui ne sera pas sans difficulté parce qu'aujourd'hui, c'est rentré dans les mœurs et donc forcément, il faut faire de la pédagogie et rabâcher, Eh bien, ils répéter. n'ont pas qu'à nous donner l'autorisation de prendre 1000 euros, 1000 mètres cubes gratuits. Voilà, mais en tout cas, voilà, on va essayer de contribuer à cela à notre manière. Et donc la semaine prochaine, dans le prochain épisode, on parlera de tous les détails sur l'alios, les crépines, etc. On rentrera vraiment dans tout cela. Là, on a fait un petit peu le dégrossissement pour que on prenne en considération le contexte du manuscrit et son utilité. En attendant, Isidore, merci beaucoup déjà pour cet épisode. Comme ça va permettre aux auditeurs de pouvoir lire l'ouvrage, vous contacter pour le recevoir. Et puis, je vous dis au prochain épisode, l'épisode 4, pour parler de tous les détails un peu plus techniques sur les filtres, etc., sur les compteurs et compagnie. On en a évoqué, mais on refera une piqûre de rappel. Et je vous dis, eh bien, à très bientôt pour les auditeurs. Merci. Vous vouliez ajouter quelque chose? Oui. Allez-y. Bien sûr. Bien sûr, allez-y. Que les gens qui n'hésitent pas, que tous ceux qui entendent, qui touchent leurs parents, qui touchent leurs cousins, qui touchent le voisin, qui touchent les mairies, je suis prêt à leur faire des panneaux. Je suis prêt à leur faire des panneaux qui vont afficher pour faire prendre conscience de plus en plus aux gens. Arrêter de faire des... Enfin, je ne suis pas contre les foreurs, les pauvres. Parce mais Isidore, on a bien compris, vous n'étiez pas contre les foreurs, mais c'est vrai que si vous êtes puisatier, vous espérez que votre activité redevienne à la mode. C'est ça la réalité. Et c'est par le bouche-oreille et la communication qu'on arrive à... Voilà, il faut que les gens, entre guillemets, sortent de cette matrice industrielle de l'eau et se disent, finalement, on a des trésors chez nous, utilisons-les. J'allais dire, ça mange pas de pain et c'est pas hyper coûteux. C'est pas ultra... ça demande pas des finances extraordinaires et en plus ça permettra pour l'avenir de leurs enfants eh bien d'avoir une eau potable, pure et en tout cas beaucoup plus fiable que l'eau qui nous est servie actuellement. Oui, Voilà. alors, et que je rajoute que l'eau des puits ne se mélange pas avec les nappes phréatiques naturellement. Bien sûr, si en amont on fait une autoroute ou si on fait des immeubles où on enfonce des pieux de 30 mètres dans le sous-sol, ben on finit par artificiellement avoir des mélanges des nappes, ce qui est quand même 75 000 € d'amende et 5 ans de prison. Hein, attention. C'est sûr. Bon, allez, merci beaucoup en tout cas Isidore et au prochain épisode pour les détails encore plus techniques. Bonne soirée à tous.